Lorsque l'on rédige le commentaire, il faut être particulièrement attentif à l'insertion des citations. En effet, si on ne la fait pas correctement, on peut être amené à faire beaucoup d'erreurs de langue qui seront pénalisées par l'examinateur. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps faire un petit rappel sur les signes qui marquent la présentation des citations dans un texte, et nous allons passer un peu plus de temps sur la partie compliquée, qui est la façon d'intégrer correctement les citations dans le reste de la phrase en respectant la syntaxe. Commençons donc par quelques éléments sur la présentation des citations. Pour ce qui est des titres, il faut penser à souligner ceux des œuvres complètes. Donc si c'est le titre d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'un recueil de poèmes, d'un magazine, d'un journal, d'un film, d'un tableau, vous soulignez. En revanche, si vous avez affaire à un extrait, c'est-à-dire un poème tiré d'un recueil, un article tiré d'un journal, là, il faut le mettre entre guillemets. En voici un exemple. Vous avez le titre du poème, Ses cheveux d'or, qui a été placé entre guillemets, tandis que le titre du recueil, L'olive, est souligné. Passons maintenant aux citations que vous utilisez dans le corps du devoir quand vous intégrez des éléments du texte à votre commentaire. Pour cela, il faut utiliser les guillemets français, donc ces guillemets ainsi à double chevron, pas les petits guillemets voilà, surélevés au-dessus de la ligne. Si vous devez modifier la citation pour des raisons grammaticales, on verra tout à l'heure pourquoi c'est parfois nécessaire, vous devez utiliser des crochets. Et si vous faites une coupe, pas n'importe comment, là aussi on le verra, vous devez mettre des points de suspension entre crochets. C'est en fait un gage d'honnêteté tout cela. En gros, dès que vous utilisez les guillemets, vous dites attention, ce que j'écris là n'est plus de moi. Je reprends les propos de quelqu'un d'autre. Et si vous devez les modifier, soit pour couper, soit pour changer quelque chose, toujours par honnêteté, vous le signalez à l'aide des crochets. Les crochets signifient dans le propos de cette personne, je me suis permis de modifier quelque chose et je vous le signale par sincérité. Maintenant que nous avons revu les principales règles typographiques, nous allons nous intéresser à la partie la plus complexe, qui est la syntaxe de l'insertion des citations. Le principe général est simple, c'est que votre phrase doit rester correcte, même s'il n'y a pas les guillemets. En gros, ce n'est pas parce que vous citez que vous devez écrire quelque chose qui n'a pas de sens, qui ne respecte pas les règles de la grammaire. Le test est très facile à faire. Lisez votre portion de texte à mi-voix, même à haute voix si vous êtes chez vous, et vous verrez bien si c'est une phrase correcte ou si cela ne fonctionne pas. La conséquence de ce principe général, c'est que vous ne pouvez faire des coupes dans la citation que si vous respectez la syntaxe et que si, malgré la coupe, on comprend toujours votre raisonnement. En gros, il ne faut pas que vous coupiez l'élément que vous avez prévu de commenter, sinon celui qui vous lit ne comprend pas ce que vous écrivez. Prenons un exemple avec une citation du Temps retrouvé de Marcel Proust. Le narrateur écrit « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. » Cette phrase est longue. Si vous vouliez la couper pour l'insérer dans votre commentaire, vous ne pourriez pas choisir la première solution, celle que j'ai barrée. Parce que si vous écrivez la vraie vie littérature, on entend bien quand on le lit à haute voix que ça ne veut rien dire, que ça n'a pas de sens. En revanche, la deuxième solution est possible. La vraie vie, c'est la littérature. C'est une phrase qui a du sens, qui est correcte, donc on peut la conserver. Cependant, si vous aviez prévu dans votre commentaire de commenter la répétition, on a vu une fois, deux fois, trois fois dans cette citation. Si vous vouliez commenter la répétition, vous ne pouvez pas choisir la première solution, même si elle est syntaxiquement correcte. Parce que si vous écrivez le narrateur écrit que la vraie vie c'est la littérature, il utilise ici une répétition, votre correcteur ne voit pas la répétition, donc votre raisonnement n'est plus valide. Pour commenter la répétition, vous devez donc citer un peu plus de façon à ce qu'elle apparaisse. Et donc, on fait les coupes à d'autres endroits, toujours en s'assurant que la syntaxe est respectée, et on obtiendrait donc ceci, la vraie vie, la vie enfin découverte, la seule vie réellement vécue, c'est la littérature. Je reprends donc les deux règles fondamentales pour les coupes. Respectez la syntaxe, gardez dans votre citation tout ce que vous aurez besoin de commenter. Voyons maintenant comment insérer les citations dans les phrases en respectant la syntaxe. On va voir ça en trois temps. Pour commencer, je vais vous rappeler les principes généraux.
Le premier, c'est qu'il ne faut pas se contenter de placer les citations entre parenthèses dans un coin ou après deux points dans une liste. Il faut vraiment qu'ils fassent partie de la phrase. Par ailleurs, on va faire le même effort pour l'indication des lignes où on a trouvé la citation. On ne met pas L le point 12, par exemple, entre parenthèses pour dire qu'on a trouvé la citation à la ligne 12, mais on va l'écrire en toutes lettres. Le chiffre reste en chiffre, mais sinon on écrit à la ligne 12. Voici un exemple à partir des Cheveux d'or de Joachim du Bellay. Donc, vous voyez que je commence par indiquer au vers 8 et 9, pour dire où est ma citation. Le poète affirme qu'il ne veut aucun remède pour éteindre et guérir sa souffrance amoureuse. Pour éteindre et guérir, ma citation a été glissée dans une phrase afin de construire un propos qui soit fluide et cohérent. Nous allons distinguer deux cas. Soit les citations que l'on veut insérer sont courtes, c'est une liste de mots, un champ lexical par exemple, soit elles sont plus longues et on n'insérera pas de la même manière. Alors commençons par les citations brèves. Vous avez deux possibilités. Soit vous les intégrez avec des expressions qui signalent que vous allez citer quelque chose. Alors là, c'est l'exemple que je vous mets en bleu. C'est une analyse des caractères de la Bruyère. Et on remarque, ce passage emploie le champ lexical de la frivolité, composé des termes légèreté, folie et caprice. Donc, pour mettre ma liste de mots, j'ai préparé avant l'annonce du procédé et j'ai relié le tout. La deuxième possibilité, c'est d'intégrer directement les mots à l'analyse. C'est possible s'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, cela donnerait ceci. Pour proposer une leçon morale, c'est l'interprétation, la Bruyère dénonce les légèretés des hommes, leur folie et leur caprice. Mais parfois la citation est trop longue pour que l'on puisse procéder ainsi. Donc, on va fonctionner différemment. Si la citation longue est une proposition, ou deux ou trois, en tout cas quelque chose qui contient au moins un sujet et un groupe verbal, on va pouvoir faire comme si c'était un dialogue. Et donc, on va recourir soit à la méthode du discours direct, soit à la méthode du discours indirect. Ça, ce sont des points que vous avez vus au collège et que vous allez pouvoir réactiver dans la rédaction du commentaire. Dans le cas du discours direct, on fonctionne ainsi. On utilise un verbe introducteur du dialogue, ici c'est confie, suivi de deux points, puis la citation entre guillemets. Le poète confie, ses cheveux d'or sont les liens, madame, dont fut premier ma liberté surprise. C'est une solution qui est assez simple, mais qu'on ne peut utiliser que parce qu'on a bien là un groupe nominal, sujet d'un verbe, avec le complément en entier. Une autre solution qui permet de varier les formes, c'est celle du discours indirect. Donc là, on va raconter ce que le poète a écrit au lieu de le dire directement entre guillemets. Cela impose un certain nombre de transformations. Donc, par exemple, à la place des deux points, on ajoute que. Le poète confie que, et après les guillemets, on enlève la majuscule puisque notre phrase continue. Donc, le poète confie que ses cheveux d'or sont les liens. Je suis obligé d'enlever l'apostrophe madame, puisque moi, quand je commente, je ne m'adresse pas à la muse de Du Bellay. Donc, je l'enlève parce que ça la fausserait la situation de communication dans laquelle je suis. Et de la même manière, puisque c'est le poète qui confie, il faut que je change ma liberté par sa liberté. Il ne s'agit pas de la liberté de celui qui écrit le commentaire, mais bien du poète qui prend la parole pour faire sa déclaration d'amour. Enfin, un dernier cas, plus délicat, est lorsque la citation est longue, mais qu'elle n'est pas une proposition complète. Par exemple, si c'est un long groupe nominal. Dans ce cas, il faudra fonctionner différemment. Alors, reprenons par exemple tout à l'heure la citation de Marcel Proust. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Et imaginons que je veuille citer uniquement donc le groupe nominal, l'énumération de groupes nominaux qui définissent la vie. Pour cela, je suis obligée d'insérer ce groupe nominal dans une phrase qui va lui servir de cadre. Et donc ça donnerait ainsi: le narrateur du temps retrouvé fait l'éloge de la littérature, point. Il la présente comme la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue. Et je conserve de cette manière un tout, un ensemble grammaticalement cohérent. Cette vidéo est déjà très longue, mais il faut quand même que je vous parle encore du cas particulier des poèmes. Puisque dans les poèmes, on ne va pas jusqu'au bout de la ligne, évidemment, enfin un poème en vers, et donc la question se pose: comment citer des vers consécutifs dans le commentaire?
Dans le premier cas, si vous ne citez pas plus de 2 ou 3 vers consécutifs, vous les écrivez à la suite en marquant le passage d'un vers à l'autre par une barre transversale, un slash. Et on conserve la majuscule du vers suivant puisqu'elle est caractéristique du vers. En revanche, si vous voulez citer un passage plus long, vous allez devoir faire différemment, c'est-à-dire aller à la ligne et décaler l'ensemble de vers. Donc, vous mettez toujours le verbe introducteur du dialogue et les 2 points, puis vous allez à la ligne, vous rentrez un petit peu la citation et vous écrivez les 4 vers à la ligne avant de reprendre la suite de votre propos. Donc ça, c'est une solution qui est admise. Cela dit, je vous déconseille vraiment les citations trop longues, parce qu'en réalité, il est plus habile de travailler sur des petits morceaux, vous serez ainsi plus précis. Pour insérer les citations, vous devez donc être attentif aux règles typographiques, souligner les titres, mettre les poèmes entre guillemets, à l'usage des guillemets français, et surtout à la construction de vos phrases dans lesquelles les citations doivent s'intégrer de la façon la plus harmonieuse possible.